Avant de plonger dans l'abîme, regardez bien ces noms et ces dates. Ils sont les balises d'un naufrage mondial que nous allons décrypter ensemble. 1503, le festin de Xaragua, où la reine Anacaona verra son hospitalité récompensée par la corde. 1802, la lettre de trop. Toussaint Louverture face à la trahison de la France de Napoléon. 1811, le massacre de la Citadelle. Comment Méhémet Ali a rayé une armée entière de la carte en une invitation à dîner. 1987, l'amitié brisée. Thomas Sankara et l'ombre de Blaise Compaoré. Janvier 2026, le dénouement au Venezuela. L'effondrement d'un système face à ses propres démons. Des palais de la Renaissance au centre de commandement moderne, nous allons démonter la mécanique du grand souper. Pour nous aider à faire la lumière sur ces vérités souvent occultées, prenez un instant pour aimer cette vidéo et vous abonner. Chaque interaction est un pavé de plus dans l'édifice de cette chaîne. Du piège. Tout commence par une main tendue. Pour faire tomber un régime, pour briser une résistance que les armes ne peuvent dompter, il faut d'abord désarmer l'esprit. La force brute est coûteuse, incertaine. La trahison, elle, est économique. Elle demande de la patience, de la mise en scène et surtout un décorum de respectabilité. Depuis que les hommes s'organisent en cité, le schéma est le même. On crée un espace de sécurité factice, un traité, un mariage, une élection, un dîner, pour que la cible baisse sa garde. Une fois le loup introduit dans la bergerie, ou plutôt une fois le berger attiré dans l'antre des loups, le rideau tombe. Le sang de l'héritage, 1503-1802. L'histoire politique mondiale est jalonnée de tragédies où la confiance a été utilisée comme une arme. La reine Anacaona, en Haïti, Hispaniola, est l'un des archétypes les plus sombres de ce que l'on appelle le guet-apens diplomatique. Que ce soit au XVe siècle ou aujourd'hui, le mécanisme reste souvent le même. Attirer l'adversaire avec une promesse de paix ou de dialogue pour mieux l'anéantir. Nous sommes en 1503, dans la région de Xaragua. Le soleil écrase l'île d'Hispaniola. Une femme, d'une noblesse et d'une intelligence redoutée par les conquérants, accepte une invitation. Elle est la reine, la poétesse, le cœur de son peuple, Anacaona. Le gouverneur espagnol promet des festivités. Il vient en paix, dit-il. Anacaona, par souci de protéger les siens, offre l'hospitalité. On danse, on chante. Mais au signal convenu, le repas se transforme en enfer. Les chefs sont brûlés vifs dans la maison commune. La reine est capturée, humiliée, puis pendue. Le message est clair, la diplomatie n'était qu'un linceul. 3 siècles passent, mais la poussière ne retombe jamais vraiment sur cette terre. 1802, un autre géant se dresse, Toussaint Louverture. L'homme qui a défié Napoléon reçoit une lettre du général Brunet. Les mots sont mielleux, empreints de fraternité militaire. Venez discuter de l'avenir de la colonie. Il lui écrit « Vous ne trouverez pas de plus loyal ami que moi ». Toussaint, malgré sa prudence légendaire, se rend à l'invitation. À peine a-t-il franchi le seuil que les baïonnettes surgissent des rideaux. On ne l'exécute pas tout de suite, on le déporte pour que le froid du Jura termine le travail commencé par la trahison française. Le banquet de la mort n'était pas un accident de l'histoire, c'était une méthode. L'effet miroir, 1811-1987. Le mécanisme s'exporte, traverse les océans, change de costume, mais garde le même visage. En 1811, au Caire, Méhémet Ali veut régner seul sur l'Égypte. Il invite les Mamelouks, ses guerriers d'élite, à une célébration à la citadelle. Ils arrivent en habit d'apparat, fiers sur leurs chevaux. Une fois engagés dans un passage étroit, les portes massives se referment. Ils sont pris au piège, comme des rats. Les tireurs embusqués n'ont plus qu'à viser. En quelques minutes, une caste vieille de plusieurs siècles s'éteint dans une flaque de sang sur les pavés. Relation avec Anacaona, l'usage d'une fête officielle pour désarmer psychologiquement l'ennemi. 1987, Burkina Faso. 2 hommes sont comme des frères, Thomas Sankara et Blaise Compaoré. Ils ont fait la révolution ensemble. Mais le pouvoir est un banquet où les chaises sont trop étroites pour 2. Un après-midi d'octobre, alors que Sankara est en réunion, le commando arrive. Le frère a frappé. La trahison n'est plus seulement politique, elle est intime.
La trahison vient de l'intérieur de l'appareil sécuritaire ou des alliés directs pour changer le régime ou préserver des intérêts menacés. À chaque fois, la même question résonne. Comment ont-ils pu croire à la promesse? La réponse est simple. Ils n'avaient pas d'autre choix que de croire pour espérer la paix. Et c'est précisément cet espoir que le traître utilise comme levier. La chute du dernier rempart 2024-2026. Le calendrier défile jusqu'à nous. Le théâtre se déplace au Venezuela. On nous parle de négociations, d'accords signés dans des paradis tropicaux, comme la Barbade en 2024. On promet des élections libres. On invite l'opposition à sortir de l'ombre, à s'organiser, à croire au jeu démocratique. Mais comme pour Anacaona, le processus n'est qu'un grand souper. On identifie les meneurs, on les disqualifie un à un, on les pousse à l'exil ou à la prison. L'élection n'est pas un choix, c'est un recensement des ennemis du régime. Pourquoi est-ce du pareil au même avec le Venezuela? En ce début d'année 2026, le cas vénézuélien nous montre que la trahison par l'institution est le guet-apens moderne, le piège électoral. Tout comme on a invité Anacaona à un banquet, on a invité l'opposition vénézuélienne à des élections en 2024. Le but n'était pas la démocratie, mais de forcer l'adversaire à se montrer pour pouvoir l'incendier politiquement par la suite. L'abandon final. La chute de Maduro ce 3 janvier 2026 n'est pas venue de la rue seule, mais du fait que ses alliés, certains généraux, ont agi comme le général Brunet avec Toussaint. Ils ont négocié leur propre immunité en livrant leur chef. Conclusion, qu'il s'agisse d'un banquet au XVIe siècle ou d'un accord de paix au XXIe, le pouvoir se perd presque toujours de la même manière, par un excès de confiance en un rite, repas, élections, traités, qui n'est qu'une façade. Le 3 janvier, le monde entier se réveille devant des images incroyables. Ceux qui murmuraient à l'oreille du leader hier sont ceux qui lui passent les menottes aujourd'hui. Le banquet s'est terminé, les invités ont retourné la table. Mais est-ce une libération ou simplement le début d'un nouveau cycle? L'histoire d'Haïti est malheureusement un laboratoire mondial du guet-apens politique. Si le massacre de la reine Anacaona est l'acte fondateur de cette série de trahisons, les siècles suivants ont reproduit ce schéma avec une précision chirurgicale. Voici des comparatifs spécifiques à Haïti qui illustrent tout cela. Le passage de la diplomatie au piège mortel. Toussaint l'Ouverture, 1802, le banquet de Brunet. C'est la réplique exacte du piège d'Anacaona 3 siècles plus tard. Le guet-apens, le général français Brunet invite Toussaint à une rencontre pour discuter de la paix et de l'administration. Il lui écrit « Vous ne trouverez pas de plus loyal ami que moi ». La trahison, dès que Toussaint entre dans la demeure, il est entouré de soldats, arrêté et déporté vers le fort de Joux en France où il mourra de froid et de faim. Lien avec aujourd'hui, comme pour Anacaona, on utilise la courtoisie épistolaire pour désarmer l'adversaire. Dans le Venezuela, à cœur, les accords diplomatiques récents ont souvent servi à identifier et à ficher les opposants avant de les neutraliser. Charlemagne Péralte, 1919, la trahison de l'initié. Péralte était le chef des Cacos, résistant contre l'occupation américaine. Il est trahi par l'un de ses propres officiers, Jean-Baptiste Conzet, qui pour 9 600 $, 48 000 gourdes en 1919, conduit les soldats américains dans le camp secret de Péralte pendant la nuit. 9 600 $ en 1919 équivaut à environ 180 500 $ en 2026. La trahison, Péralte est abattu de sang-froid. Son corps est ensuite exposé publiquement pour terroriser la population, une photo qui rappelle la crucifixion. Lien avec aujourd'hui, c'est la trahison par l'argent et l'infiltration. Dans les chutes de régimes modernes, le basculement vient souvent d'un Conzé moderne au sein de la garde présidentielle ou de l'état-major. Jovenel Moïse, 2021. Le silence des gardes. L'assassinat du président Moïse reste l'un des mystères les plus sombres. Mais le schéma de trahison est flagrant. Le guet-apens, un commando étranger, pénètre dans la chambre du président sans qu'un seul coup de feu ne soit tiré par sa garde rapprochée. La trahison, les chefs de sa sécurité, censés mourir pour lui, sans rester passifs ou en faciliter l'accès. Lien avec le Venezuela, janvier 2026, la chute soudaine de Maduro il y a quelques jours montre la même faille. Lorsqu'un régime tombe, ce n'est pas seulement par une force extérieure, c'est parce que le bouclier interne, la garde, a décidé de ne plus protéger ou de trahir pour sa propre survie. Le cycle éternel. Si nous regardons en arrière,
De la pendaison d'Anacaona aux rues de Caracas en 2026, une vérité brutale s'impose. Le pouvoir se gagne par la force, mais il se perd presque toujours par la confiance. La trahison n'est pas une anomalie de l'histoire, elle en est le moteur principal. Elle est l'arme de ceux qui ne peuvent pas gagner honnêtement et la fin de ceux qui ont oublié que dans l'arène politique, une main tendue cache souvent un poignard. Alors que les noms changent et que les cartes sont redistribuées, une question demeure, suspendue au-dessus de nos têtes comme une épée de Damoclès. À qui appartient la main que vous serrez aujourd'hui et quel est le prix réel du dîner auquel vous venez d'être invité? L'histoire ne se répète pas, elle bégaie. Et souvent, elle rit de notre naïveté.